Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. C'est déjà la trêve et de nombreuses joueuses ont rejoint leur sélection, mais vous le savez désormais, nous avons de la ressource pour vous faire vibrer malgré tout en jaune et bleu. Et je me suis entouré de la crème pour commencer. Commencer justement par Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut à tous, salut Mathieu. Deuxième semaine de suite, t'es en jambes, c'est bon, titulaire? Oh, il y a eu des matchs, tout va bien. À tes côtés, ce sera Pierrick qui fera son grand retour dans cette émission. Pierrick, bienvenue. Salut Mathieu, salut tout le monde. Content d'être là pour ma première émission de la saison. Alors, en compagnie de Laura aujourd'hui, ça va être cool. Exactement, tu spoil un petit peu puisque nous accueillons aujourd'hui Laura Godard, ailière de Metz Handball. Laura, bienvenue dans Dragon Mag. Merci beaucoup. En pleine forme, même pendant la trêve, ça s'entraîne fort? Oh oui, on ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais à Metz Handball. On a plein de choses à évoquer avec toi, mais avant tout ça, on fait un point sur l'actu. Et on va débuter du côté du Sarrebourg-Moselle Sud Handball qui s'est imposé au bout du suspense lors de la deuxième journée de Pro League. C'était sur le terrain de Massy. C'est une victoire sur le score de 22-24. Elle permet aux Yellow Fox de se mettre à l'aise au classement avec une 4e place temporaire, bien sûr. Attention, la saison est particulièrement longue. Le prochain match, ce sera le 26 septembre, cette fois sur le terrain de Créteil. Du côté du centre de formation de Metz Handball, les jeunes pousses de Nina Canto ont retrouvé la victoire en National 1 féminine et avec la manière de surcroît face à Palaiseau. C'est une victoire 43-20 qui donne le ton en attendant un déplacement à Aubervilliers le 27 septembre. La National 1 masculine de Metz Handball, dans tout ça, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Cerbères. Premier match à domicile de la saison, ils étaient opposés à Ivry et se sont inclinés de 3 buts, 27-30. Ils tenteront de faire mieux en déplacement à Belfort, une équipe au bilan similaire, ce sera ce samedi. C'est aussi dans l'actu, c'est la visite de Nicolas Karabatic en Moselle et plus précisément au Géric à Thionville pour dédicacer sa bande dessinée. On y a aperçu quelques supporters, notamment en jaune et bleu, et personne n'est resté indifférent. Voyez plutôt un condensé des images de Colline L'Expert. C'est toujours assez exceptionnel de voir des sportifs de ce niveau-là tout près. La longévité de carrière à ce niveau-là et puis toutes les émotions que ça nous a déjà fait vivre à travers l'écran. Je l'ai déjà vu à la télé, oui, je l'apprécie beaucoup. Mon frère, il a commencé le hand et on a commencé à regarder les matchs. Du coup, j'ai commencé à l'aimer. J'étais toute timide, il m'a signé ma BD, c'est incroyable. Super valeur, c'est pour ça qu'on le suit. C'est aussi grâce à lui, avec l'équipe de France de l'époque, que moi j'avais commencé en club. Et maintenant, je continue à suivre l'équipe de France masculine, féminine, avec forcément club local Metz Handball aussi. J'ai envie de transmettre les valeurs du handball qui sont les valeurs de l'humilité, du collectif, du partage, mais aussi des valeurs qui m'ont guidé individuellement, la détermination, l'entraînement, le travail, mais aussi la joie. Et bien sûr que je suis le hand en Moselle, et c'est vrai que les garçons ont été forts, mais il y a quelques temps, aujourd'hui, c'est les filles qui tirent le handball français vers le haut. Olivier et Vincent, je les connais très bien. Vincent, qui est mon ami proche et mon coéquipier, on a tout gagné ensemble. C'est aussi que Vincent coach les gardiennes. Donc oui, je suis les résultats de très près. Et c'est aussi une des forces du hand. C'est que aussi bien les garçons que les filles sont super forts et ont été les meilleurs au monde, champions olympiques. Et ça, c'est une vraie force du handball français, mettre les garçons et les filles ensemble. On joue ensemble jusqu'à 12, 13, 14 ans. Alors vous pouvez retrouver le reportage intégral sur moselle.tv et si vous n'avez pas pu avoir votre autographe parce que vous étiez trop en train de scroller sur les réseaux sociaux, Aymeric Guillaume y était aussi et comme chaque semaine, il vous fait le résumé de ce que vous avez manqué. Regardez. Salut tout le monde, bien, tranquille? Pour la trêve internationale avec mes potes, on a choisi de traîner dans un parking, y'a quoi? Hein? Les réseaux? Bon, ok. Allez, on commence par Atadou Sako qui a fait du Atadou Sako sur jet de 7 mètres. Waouh! De son côté, après le match contre Dortmund, Anna Albeck s'est adressée à la version plus jeune d'elle-même. On sent qu'un petit rêve s'est réalisé. Petra Vamos a célébré son anniversaire dans un drôle d'univers. Piou piou. Alors que l'ambiance était plus studieuse du côté de Lucie Granier. Avec une poche de froid sur le visage, Léna Granvaux s'est rappelé pourquoi elle avait mal à la pommette. Belle passe décisive de Xenia. À la fête du sport de Paris, Alison Pinault a expliqué le handball à un petit jeune qui débute, Nicolas Karabatic, avant finalement de se recycler aux 100 mètres contre d'autres championnes. Orlan Canor et Laura Gloser nous ont offert leur plus belle imitation de l'avion en route pour rejoindre l'équipe de France. Non, bluffant. Et justement, la nouvelle capitaine de l'équipe de France, Grace Zahadi, s'est mesurée au micro de la presse nationale. Enfin, l'équipe de France a posté un clip qui me donne presque envie d'être déjà au mondial.
Je vous le dis, la hype est présente. Et pour le moment, je prends l'autoroute du bonheur. Ah, et on se retrouve vendredi prochain. Je scrollerai encore un peu plus d'ici là. Bisous! Merci Aymeric, comme chaque semaine, cette acuité sur les réseaux est très très forte. Je vous propose une dernière actualité pour terminer cette séquence. Elle date de jeudi, c'est la nouvelle aventure de Béatrice Edvige, plus désirée forcément à Ferencváros en Hongrie. Elle a pu rebondir en s'engageant avec ICAST en qualité de joker. Les blessures en ont en effet rendu la rotation au pivot assez complexe. Beaucoup la voyaient revenir à Metz en début de l'été. Finalement, ce nouveau challenge n'est pas moins intéressant, une affaire à suivre. Vous le savez, les périodes de trêve sont souvent l'occasion de découvrir un peu mieux certaines joueuses moins en lumière de l'effectif. Et justement, je vous propose de découvrir Laura Godard. Laura, c'est ton moment. Attention, c'est ta fiche. On va regarder ça ensemble. J'espère que tu es prête. Tu as 29 ans, née à Metz. Tu as également été formée en jaune et bleu avec 5 saisons disputées en National féminine. Consécration en 2019, alors que les Dragons disputaient pour la première fois le Final Four. L'équipe du centre de formation dont tu étais capitaine décrochait de son côté un sacre en National 1. C'était sous la direction de Yacine Messaoudi à l'époque. Entre-temps, tu passes un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants qui ne te sert pas vraiment, puisque tu pars ensuite pour Celles-sur-Belle où tu disputes 3 saisons, 2 en 2e division et 1 en Ligue Butagaz Énergie, avec un petit sacre de D2F au passage. En 2022, tu files en Allemagne à Metzingen et tu disputes 2 saisons. Et là, tu décroches aussi un titre. Décidément, à chaque étape, il y a une petite consécration. C'est une Coupe d'Allemagne et tu te consacres ensuite à une grossesse et à la naissance de ton fils Jules. Durant la deuxième partie de la saison 2024-2025, tu t'entraînes dans l'ombre à Metz auprès de l'équipe de National 1 jusqu'à retrouver les terrains cet été dans la meilleure équipe possible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce parcours? Franchement, tu as été trop fort. Je suis bien renseigné, Franchement, très bien. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ce parcours qui est le tien finalement? Il est un petit peu sinueux, mais à chaque fois jalonné de réussite. Oui, c'est pas un parcours comme tout le monde, j'ai envie de dire. J'ai pas signé forcément à Metz directement après le centre de formation, mais j'ai fait mon bout de chemin et je suis fière de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le fait de revenir à Metz après tout ça, c'est une forme aussi de consécration. C'est pas rien de signer à Metz Handball et de jouer en Ligue Butagaz Énergie, en Ligue des Champions. C'était un rêve pour toi de pouvoir disputer ces compétitions? Ah ouais, bah oui, de toute façon, pour toute joueuse de handball, je pense que le rêve, c'est de jouer de la Champions League, de jouer dans un des meilleurs clubs de France comme Metz. Donc bien sûr que c'est un rêve réalisé. Rémi, toi qui connais parfaitement bien le handball, ces parcours-là, ils sont un petit peu atypiques finalement. C'est rare de voir une joueuse partir en D2, remonter en première division dans un pays étranger, avoir un enfant, revenir au plus haut niveau directement dans la foulée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plein de tiroirs, tu ouvres plein de dossiers qui sont Vas-y, fais-toi plaisir. dans une autre carrière. Mais moi, ce que je retiens, mais j'en ai déjà parlé ici, c'est qu'on juge souvent la qualité du centre de formation de Metz Handball sur les joueuses qui arrivent à percer en équipe première. C'est pas ça la vocation première d'un centre de handball. C'est l'objectif ultime, c'est de former une joueuse que tu n'auras pas besoin de payer d'indemnité de transfert ou de proposer un contrat et d'avoir des joueuses qui ont le calibre mondial. La capitaine actuelle, Sarah Bouktit, est le symbole même d'une des meilleures pivots du monde qui évolue à Metz Handball, qui est née pas loin d'ici en Lorraine et qui a été biberonnée à Metz Handball. Mais la réussite d'un centre de formation, c'est aussi des parcours comme celui de Laura, des joueuses qui deviennent professionnelles et qui le sont pendant plusieurs années et qui font une longue carrière. J'espère que la tienne sera 35, 36, 37 ans, enfin, selon tes volontés, mais c'est aussi ça le succès d'un centre de formation. Et ne pas percer en équipe 1 à Metz Handball, parce que c'est compliqué à 19 ou 20 ans d'avoir le niveau de jouer à la Ligue des Champions ou les premiers rôles en championnat de France, tu peux quand même faire une grosse carrière dans le handball derrière. Et on a des exemples comme ça, il y en a des dizaines, même des joueuses qui ont eu des carrières en équipe de France derrière. Donc, très content. Et de voir que la boucle fait que ces joueuses reviennent à Metz Handball, c'est aussi toujours des histoires qu'on trouve sympas. Justement, Pierrick, on va tout dire à nos spectateurs. On parlait un petit peu de foot hors caméra avant l'émission. C'est des choses parfois dont on peut se plaindre dans les grands clubs de foot où il n'y a pas forcément des joueurs du cru qui permettent, qui ont du temps de jeu et qui peuvent revenir, etc. Au handball, c'est quand même des situations qu'on voit assez souvent, y compris à Metz, avec des joueuses du centre de formation qui montent, ou même des joueuses comme Laura qui sont nées et formées à Metz et qui finissent finalement un peu plus tard dans leur carrière par arriver. Oui, de toute façon, moi je trouve que le centre de formation de Metz Handball, après c'est un très grand club, mais on va dire que pour les joueuses qui sont en N1, et je ne veux pas leur faire de faux espoirs à celles qui y sont, mais la majorité signe professionnelle par la suite, que ce soit en D2, que ce soit à l'étranger ou en première division. Pour moi, elles sont déjà quasiment sûres, à partir du moment où elles sont en N1 à Metz Handball, de finir au minimum en D2.
pour leur avenir. Je ne connais pas énormément de joueuses qui sont restées en N1 en partant de Metz Handball. Et puis, partir de Metz Handball, c'est aussi vecteur de plein de choses différentes. Quand on part à l'étranger, on va découvrir plein de choses. C'est pas forcément le système Metz Handball qui va fonctionner pour cette joueuse, mais ça n'empêche pas de revenir par la suite. Donc, non, c'est il y a une richesse à aller chercher un petit peu partout de toute façon. Il faut le mettre en avant parce que, si je peux juste ajouter un truc, c'est que c'était presque contre-productif pour Metz Handball de ne pas pouvoir faire briller toutes ces joueuses de centre de formation dans son équipe première. Il y a ce discours-là dans les détections, moi je le sais, dans les détections des jeunes joueuses qui ont à choisir à un moment donné. Je ne vais pas aller à Metz parce que j'ai aucune chance de percer. C'est pas vrai. Tu as une chance d'avoir un centre de formation et peut-être de t'entraîner avec l'équipe première et après de percer ailleurs. Et c'est pas un échec. Et Laura, on est la parfaite illustration. Ça avait été le cas notamment pour Lilou Borg, qui avait été contactée à l'époque pour intégrer le centre de formation de Metz Handball, qui avait préféré aller jouer avec Mérignac où elle pouvait avoir du temps de jeu. Finalement, elle vient à Metz Handball un petit peu plus tard avec un autre bagage et une autre... C'est un chemin qui s'entend parce qu'elle a eu le temps d'être meilleure buteuse du championnat dans un club qui jouait le maintien et après de signer à Metz. Voilà, il y a plein de parcours différents, mais en tout cas, c'est pas bloquant de ne pas forcément briller en équipe première à Metz. Tout à fait. Bon, ça fait une dizaine de minutes que l'émission a commencé, on n'a pas encore parlé ballon, je vous propose qu'on aille tout de suite vers le récap. Et pour commencer cette séquence, je vous propose de regarder les résultats de la deuxième journée de Champions League. Ils vont apparaître sur votre écran. Debrecen se fait croquer d'un but à domicile par Bistrita. Storhamar écrase Buduknost. Brest s'en sort sans la manière face à Sola. Krim patine face à Koprivnica. Odense s'offre Icast. Le TSM sort gagnant d'un duel avec Ferencváros. Metz l'emporte face à Dortmund, je n'apprends rien normalement, et nous allons en reparler dans quelques temps. Et puis il y a ce match fou aussi entre Győr et Esbjerg. Les Hongroises menaient de 6 buts en première mi-temps, se sont fait rattraper avant la pause et se sont ensuite retrouvées à la course en fin de match avant de s'imposer sur le fil. La Champions League, si on peut la résumer en un match, c'est probablement celui-là. On ne va pas s'étaler forcément sur le sujet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce match contre Dortmund. Rémi, Metz Handball a fait le travail et l'a plutôt bien fait face à Dortmund, même si tout n'était pas parfait. On peut parler du début de match qu'on a pu trouver un peu poussif, encore que l'adversaire a le droit d'être bon, et il l'a été. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est que la réponse de Metz Handball, elle est collective, parce que c'est plusieurs facteurs, plusieurs étoiles qui s'alignent, et il faut faire un effort pour les aligner, ça ne tombe pas du ciel, pour inverser le cours du match. C'est une séquence où tu as Léna Granvaux et Lucie Granier qui permettent un petit peu de recoller, conjugué à quelques arrêts de Bunsen, les premiers de son match, conjugué à une entrée du Ndombele qui fracasse 3-4 fois à 9 mètres le but de Dortmund. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que cette réaction, elle est collective. Metz Handball, et on le sait, n'est pas dépendant d'un seul talent. Il y a plusieurs conjonctions qui font que. Et après, bon, c'est une gestion d'un club qui, par son histoire récente, sa densité, sa technique, tout ce que vous voulez, est supérieur à son opposant de ce samedi. Donc j'ai beaucoup aimé, moi, ce match contre Dortmund, parce que c'est pas la promenade qu'on a eue face au Havre. On le savait, hein, Dortmund, c'est pas le Havre. Mais c'est un match où il y a eu un opposant, mais tu as vite... Moi, j'ai vite senti que Metz Handball allait le gagner, ce match. On n'a pas senti un vrai danger. Voilà, on a vu un -3. Bon, on a pu frissonner un petit peu en se disant que ce n'est pas le début de match idéal. Mais très vite, on a vu que Metz Handball avait beaucoup trop de qualité, beaucoup trop de force pour que ce match puisse échapper aux jaunes et bleus ce samedi. Laura, de ton côté, tu l'as vécu comment ce match sur le bord du terrain dans un premier temps, puis sur le terrain également ensuite? Eh ben, toujours, on prend toujours les choses très au sérieux avant les matchs parce que tous les matchs peuvent être pièges. Donc vraiment très intense. Puis au final, on l'a pas joué comme on aurait aimé le jouer. C'est vrai qu'on aurait aimé mieux jouer. Mais la victoire est là et on est très contente d'avoir gagné et c'est le principal. Ça a été aussi l'occasion pour toi d'inscrire tes premiers buts en Ligue des Champions. C'est quel genre d'émotion ça, quand on a 29 ans, qu'on a connu plein de choses et qu'on arrive en Ligue des Champions, qu'on marque ses premiers buts? C'est vrai que déjà de jouer aux arènes, c'est déjà super. Et en plus de marquer son premier but en Ligue des Champions, c'est un rêve éveillé en fait ce que je vis. Donc je suis trop contente et
j'ai adoré. Je suis rentrée chez moi le soir et je me suis dit, waouh, j'adore le handball. C'est le genre de match qui redonne un peu de boost et qui met de la confiance. On l'a vu dans le récap des réseaux tout à l'heure. Anna Albeck a vécu un peu sensiblement la même chose, je pense, puisque elle a réalisé un petit peu un de ses rêves en marquant des buts en Ligue des Champions. Pierrick, je voudrais t'entendre sur justement, Rémi l'a évoqué 2 secondes, c'est le coup de chaud de Ngombele à un moment donné en fin de première mi-temps. Elle inscrit 4 buts consécutifs pour une joueuse qui arrivait à Metz Handball il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est plutôt en confiance offensivement. Ouais, Ndombele, c'est assez impressionnant. Et ce que j'aime beaucoup avec cette joueuse, c'est qu'il y a énormément de joueuses en Europe qui ont un très grand gabarit. Je vais prendre les exemples de Brechtold, Tromborg ou d'autres joueuses du même style. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'elle a beau être grande, elle a une vivacité, elle est rapide, elle a un contre un. C'est une des rares joueuses de cette taille qui arrive à finir à 6 mètres. À un moment, elle finit à 6 mètres étalée comme une grand veau quand elle rentre dans l'intervalle. Donc ça, il y a très peu de joueuses de cette taille qui arrivent à le faire. Et puis, par rapport à Ndombele, j'ai l'impression que c'est un peu le cas avec pas mal de nouvelles joueuses cette saison. La plupart des joueuses qui sont arrivées cette saison, pour le moment, s'acclimatent assez bien au système de jeu. Et on ne remarque pas une énorme faiblesse quand une joueuse rentre ou pas. C'est ce qui explique aussi l'écart tout au long du match face à Dortmund. C'est qu'il n'y a pas vraiment de baisse de régime quand n'importe quelle joueuse rentre sur le terrain. Donc forcément, on ne va pas attendre d'une joueuse qui vient d'arriver de s'acclimater tout de suite. On sait qu'il y a des joueuses qui durent 1 an, des fois quelques mois à s'acclimater. Mais je trouve très encourageant ce début de saison, en tout cas des nouvelles recrues, quoi. Laura, en fin de première mi-temps, vous avez mis un petit peu un écart. Au retour du vestiaire, il y a peut-être eu un petit patinage à un moment donné. On sait que Dortmund revient à, je crois, 2 ou 3 buts à un moment donné. Vous êtes dit à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer ou c'est le retour de vestiaire qui a été compliqué ? Oui, le retour de vestiaire, on se dit les choses à la mi-temps et du coup, on veut faire forcément mieux en deuxième mi-temps. Donc, c'est vrai que peut-être un peu de stress, un peu, je sais pas. L'envie de bien faire. L'envie de bien faire, oui. Et puis face à notre public, donc on n'a pas eu beaucoup de matchs encore aux arènes. Donc c'est vrai que pour les nouvelles joueuses, c'est les premières fois où on nous voit. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi un peu stressant et jouer sur notre jeu. D'ailleurs, c'est peut-être une de mes satisfactions, hein, c'est le moment où je donne mon avis, là, comme ça. Mais depuis le début de saison, les matchs qui ont été joués aux arènes, on a senti le public vraiment vibrer et pousser derrière l'équipe. Et c'est une bonne chose, ça présage de grands moments aussi sur les matchs qui vont compter un petit peu plus tard. En tout cas, en conférence de presse d'après-match, j'ai pu questionner Emmanuel Mayonnatte sur le fait d'avoir pu utiliser tout son banc sur un match de Champions League. C'est jamais anodin. Écoutez sa réponse. On essaie d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas regarder juste le but pris et ou la bonne défense, mais une activité générale. Et je trouve que parfois, on a fait preuve d'un tout petit peu d'inconstance, même là-dedans. Je veux dire, la rentrée de Bechdel, offensivement, est excellente, mais défensivement, il y a un ballon sur penalty qu'on ne récupère pas, puisque Alina le récupère, il y a une ou deux petites erreurs d'inattention, mais j'ai trouvé la rentrée d'Emmanuel en premier temps excellente, dans le rythme en tout cas, puisqu'elle nous permet de passer, de stabiliser l'écart entre vues avec Sarah, puisqu'on parle de poste pour poste. Donc j'ai aimé ça. Anna a fait toute la première mi-temps côté banc, arrière droite. Lena puis Petra, ça a matché très très bien à ce moment-là. Donc Tira Bechdel, les rotations étaient bonnes. Voilà, un peu plus discutable peut-être en deuxième, mais la rentrée de Tira nous fait beaucoup de bien en deuxième, puisque c'est aussi ce qui permet ce passage-là de stabiliser avec Ksenia et puis Sarah qui sont rapprochés en défense. Donc voilà, il y a eu des bonnes et des moins bonnes séquences de transition et de rotation, mais par contre, en termes de répartition, je pense qu'on est encore une fois dans une tendance qui est plutôt correcte. Blandine prend 10 minutes à la fin, c'est pas énorme, mais en tout cas pour Lucie, c'est toujours 10 minutes de non-joué, donc voilà, on est plutôt content de ça. Rémi, ça a été un long débat ces dernières saisons, à chaque fois, la gestion du temps de jeu pour l'effectif de Metz Handball et de préserver ou non certaines joueuses et compagnie. On a beaucoup évolué du côté du coaching à Metz et du partage des minutes. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a des questions qui se posent, mais là où je tempère un petit peu, c'est que pour moi, actuellement, au stade de la saison, on n'en est pas trop dans la gestion du temps de jeu, on en est dans l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses à intégrer qui seront peut-être très importantes dans 6 mois, ou peut-être certaines qui auront mis plus de temps et qui le seront moins. Par exemple, pour moi, une des meilleures nouvelles de ce match-là, c'est on a eu une nouvelle recrue le week-end dernier, c'est Lilou Borg. Alors, elle a fait la préparation, mais c'est une joueuse qui, elle, si elle s'intègre, et elle va le faire, j'imagine, parce que elle a un petit soupçon de génie. Moi, je lui sens quelque chose de différent elle a le petit plus, en fait. Et elle, c'est une nouvelle recrue. Elle n'avait pas joué de match officiel. Elle a aussi pu mettre ses premiers buts jeune de surcroît. En Ligue des Champions, jeune de surcroît, internationale française. Donc, pour moi, la gestion du temps de jeu, on en parle chaque saison. Mais le bilan là, j'ai envie de le faire dans quelques mois. Parce que pour le moment, je ne sais pas. Et on est arrivé trop souvent dans les dernières échéances de fin de saison avec des cadres qui sont
soit pas disponible pour plein de raisons, soit en méforme, et on peut prendre le cas de la dernière défaite en demi-finale de Final Four, et pas forcément d'alternatives, parce que les alternatives, tu ne les as pas assez essayées ou rendues crédibles juste dans les matchs avant. Et j'ai envie de dire les matchs avant, c'est à partir du mois de janvier. Là, jusque décembre, c'est la phase d'adaptation. C'est facile de dire ça, mais il faut quand même gagner les matchs. Parce que si tu t'adaptes et que tu perds à Metz 3 matchs, on n'a pas trop le temps. 3 matchs en championnat, tu as perdu le championnat. Et en Ligue des Champions, il vaut mieux être dans les premiers. Et quand tu vois la densité du groupe, il vaut mieux gagner les matchs. Donc pour le moment, tout se passe bien. Mais je n'ai pas envie d'être trop positif sur cette histoire de temps de jeu. Alors, je suis très content de ce que j'ai vu. J'ai aucun bémol à dire là-dessus. Mais ce n'est pas maintenant qu'on fera les comptes. C'est plus tard. Laura, justement, sur cet aspect, une nouvelle joueuse qui a besoin de s'intégrer, de prendre un peu de temps de jeu pour se sentir bien dans le groupe. Quel est ton ressenti là-dessus? Tu as eu quelques opportunités quand même là depuis le début de saison. Oui, moi je trouve que ce qui est bien à Metz, c'est que quand on n'est pas forcément, on fait pas partie du set de base, et on a toujours notre moment parce qu'il y a tellement de matchs et il y a tellement de... On a notre chance, donc c'est ça qui est cool, et il y a des clubs dans lesquels c'est pas possible. Donc moi je trouve ça très bien de pouvoir faire tourner et de pouvoir donner des responsabilités un peu à tout le monde. Ça donne aux nouvelles leur chance d'évoluer dans le groupe, quoi. Et pourtant, le groupe est particulièrement fourni cette année. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Je range mon sujet, Rémi, sous le coude pour le temps de jeu. On sent que tu vas en reparler dans quelques semaines. Non, mais je suis content pour l'instant. Mais... En tout cas, le prochain match en Champions League, il aura lieu le 28 septembre. Ce sera un déplacement à Bistrita. Avant ça, il faudra se déplacer à Saint-Amand en championnat. Ce sera le 24 septembre. Pour le moment, regardons dans le rétro et tirons un petit bilan de ce premier bloc de 4 matchs disputés par Metz Handball. Chaque année, il y a une pluie de départ qui fait craindre le pire à ceux qui suivent Metz Handball. Chaque été, Emmanuel Mayenade remet l'ouvrage sur le métier et à chaque reprise, Metz Handball performe quasiment comme si aucune joueuse n'avait quitté l'effectif. La saison passée, il y avait eu un petit raté, un match nul d'entrée en Champions League. Cette saison, c'est plutôt clinique et on a pu échanger justement avec Emmanuel Mayenade sur le sujet de ce premier bloc de match et de ses satisfactions. Écoutez-le. Alors aujourd'hui, on ne se l'imagine pas parce que notre match à Chambray, il est très bon. Les gens ne peuvent pas imaginer qu'il était possible pour nous à ce moment-là de perdre, mais quand on commence la saison et qu'on se dit qu'on va là-bas, on se dit ça ne sera pas si simple, quoi. Les filles se le sont rendues, simple. Et après, il y a la victoire à Esbjerg qui effectivement nous conforte dans l'idée selon laquelle on est vraisemblablement dans la bonne direction, qu'on montre des belles choses, qu'on a du caractère. Le match aujourd'hui n'était peut-être pas le plus dur de la poule, qui plus est dans un contexte où on joue à domicile, mais encore fallait-il digérer tout ça. Moi, parfois, j'aime à penser vraiment qu'on construit des choses et que dans l'année, il y a plein de moments où je me dis ça, on l'a jamais vécu, ça, on l'a jamais vécu ensemble, et ça, on l'a jamais vécu. Et donc là, c'était notre premier enchaînement de 4 matchs à raison de 2 matchs par semaine, ensemble. C'était notre premier match avant une trêve internationale, où tout le monde peut se dire, où tout le monde peut avoir déjà un petit peu la tête ailleurs, en se disant, bon, j'y suis pas, etc. Donc, il y a un petit peu tout ça. Donc il fallait réussir à performer dans ce contexte-là. Premier match en Ligue des Champions à domicile. Premier match où il faut presque valider une très bonne perf à Esbjerg. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on ne connaissait pas encore. Donc voilà, aujourd'hui on peut se le dire, on a validé ces premières étapes. On en aura d'autres d'ici peu. Laura, qu'est-ce que tu en penses de ce mode de pensée d'Emmanuel Mayenade, étape par étape? On va valider, ok, premier match à domicile, premier match de Ligue des Champions. C'est ton cas aussi. Comment est-ce que tu les vois, ces premières à chaque fois? Ce sont des étapes que tu emmagasines? C'est bien parce que ça met vraiment la compétition au cœur des matchs. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, là, si on gagne celui-là, derrière, on aura celui-là encore. Et enfin voilà, ça nous donne vraiment... quand je suis revenue à Metz, je me suis dit, super, il va y avoir cet esprit de compétition qui m'avait manqué dans les autres clubs. Et donc du coup, à chaque match, on a un discours du coach qui est très compétitif et qui nous motive encore plus en fait, pour commencer ce match. Donc c'est bien de le voir comme de cette manière, j'aime bien. Emmanuel Mayenade s'est déjà exprimé sur sa manière de préparer les discours d'avant-match, d'après-match. Il en écrit même à chaque fois plusieurs versions. C'est un vrai travailleur de ces discours pour donner de l'énergie à fond à ses joueuses. Pierrick, ce début de saison, il t'apportait des craintes à toi, ce démarrage avec Chambray, avec Esbjerg et un groupe avec lequel il fallait travailler? Alors pour moi, la seule crainte que j'avais sur ces 4 premiers matchs, c'était Esbjerg, on va dire, parce que c'est quand même un adversaire qui nous a battus au Final Four. Ah bon? Donc un peu trop de mémoire, mais avec le temps, c'est complexe. Un peu compliqué. Mais pour ce qui est de Chambray, par exemple, c'est un match qui, certes, sur le papier, Chambray, c'est une équipe qui est forte dans notre championnat, mais dans notre championnat, je regarde en tant que supporter, on a Brest, Metz,
Et après, il y a un fossé entre les autres équipes. Et puis après, à Chambray, il y avait des belles joueuses avec, je pense à Nadia Offendal, qui était très importante dans l'effectif. Donc, elles ont aussi besoin de se réajuster avec de nouvelles joueuses. Donc, au final, quand Metz a des nouvelles joueuses, pour les autres clubs, c'est pareil. Et pour les autres clubs du milieu de championnat ou qui sont derrière, c'est tout aussi compliqué. Mais non, j'avais pas de grande crainte, si ce n'est Eschberg. Et c'est très bien de gagner ce match contre Eschberg parce que sur le papier, c'est quand même... Les points sont importants. Hein. Ouais, c'est très important. Et puis même, c'est une équipe très, très impressionnante aussi, quoi. Donc le plus dur sur ce début de saison est fait, ouais. Rémi, on a le sentiment que Metz Handball a un peu coché toutes les cases qu'il fallait cocher. Ce ne sont que 4 premiers matchs, mais malgré tout, on a des satisfactions à de nombreux niveaux. Non, puis si tu voulais faire un laboratoire, tu n'aurais pas pu faire mieux. C'est-à-dire que tu as eu l'adversaire crédible du championnat de France. Chambray, on en pense qu'on en veut, mais c'est quand même une équipe de haut de tableau. C'est pas Brest, mais c'est juste en dessous, dans la hiérarchie. Bon, on y est au terme du niveau, il y a quand même un gros fossé, tu as raison. On a eu le match contre un cadre européen, voilà, Eschberg, validé plus que gagné. On a eu le match contre l'adversaire promu, bon, gagné dans toutes les largeurs. Et on a eu le match de niveau européen, où tu es supérieur, mais il faut quand même faire gaffe, parce que Dortmund, c'est redoutable. Et moi, je suis obligé de regarder par rapport à la saison dernière, c'est la saison référence. Il n'y a pas eu dans l'histoire du club une saison plus aboutie que celle de l'année dernière. Tu as déjà fait 3e du Final Four, mais la saison, si tu la prends dans son entièreté... L'invincibilité dans tout le monde. L'invincibilité de maîtrise, c'est... Et je regarde, et je me dis, par rapport à il y a pile un an, je suis plus serein. Parce que... alors, le problème des gardiens n'était même pas réglé à cette heure-là. Je crois que Claude Padarleus, ça doit être à peu près il y a pile un an. À peu près. Il est arrivé au club, donc ça va Bussier sur ce poste-là. Il y a eu le nul à Storhamar, et même les victoires étaient un petit peu poussives, on comprenait pas. On voyait que c'est une équipe qui avait encore beaucoup de choses à construire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus encourageant. Certes, il reste beaucoup de choses à construire, et l'équipe sera plus compétitive en janvier qu'elle ne l'est maintenant, mais on voit quand même une grosse maîtrise, on voit quand même une grosse capacité de réaction. On voit une équipe qui a regardé Eschberg plus que les yeux dans les yeux, puisqu'elle l'a battu. Donc on est forcément très satisfait de ce qu'on a vu de ce premier bloc. Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous faire mentir sur la suite, et bien évidemment que maintenir ce niveau de compétitivité et l'augmenter encore, c'est un défi qui est énorme. Mais là, au regard de cette première trêve internationale qui arrive, Metz Handball paraît armé, Metz Handball paraît prêt, Metz Handball a toutes les raisons d'espérer progresser. Donc, très honnêtement, on ne va pas faire la fine bouche aujourd'hui. Ce qu'on voit est très encourageant. Alors moi, je voudrais vous faire réagir sur un chiffre qu'on va voir apparaître dans quelques instants. Il est accompagné du classement de la Ligue Butagaz Énergie. Et Metz Handball est au sommet. Jusque-là, tout va bien, tout est presque normal si on a l'habitude de suivre Metz Handball. Une des 3 équipes invaincues, bien sûr, avec Brest et Nice pour le moment. Mais ce qui est bluffant, c'est ce bilan de plus 40 au goal average. La saison dernière, il y avait une moyenne de plus 11,3 par match, qui est déjà énorme, plus 295 en fin d'année. Cette saison, on est sur une base de plus 20 à tous les matchs. C'est presque effrayant en termes de domination et de surplus de buts du côté de Metz Handball en championnat. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Je pense que c'est la réalité d'un classement où il n'y a eu que 2 matchs quand même. Certes, on peut faire une grosse moyenne de buts. Il y a quand même ce match contre le Havre. Ils ne seront pas tous comme ça. On est face à un club qui découvrait, alors pas le club puisqu'on a parlé de l'historique du Havre, mais en tout cas une équipe qui découvrait ce niveau-là, qui doit se taper Metz Handball. Metz Handball, qui est dans ses meilleures dispositions, et ça donne un score impressionnant. Et comme il n'y a eu que 2 matchs, ça donne une moyenne de buts qui paraît stratosphérique. Attention quand même, à pas trop s'enflammer et à pas penser que Metz Handball va gagner le championnat avec une différence de plus 4000. Non, voilà, il faut un petit peu redescendre sur terre. Il n'y a eu que 2 matchs, ils ont été très bien maîtrisés, mais ne faisons pas du classement d'aujourd'hui une vérité. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il faudra s'acharner à éviter les pièges, mais il y a quand même 2 gros mastodontes européens, Metz et Brest, qui vont se disputer le titre de champion de France. Ça, c'est une quasi-certitude. Ouais. Mais ne pensons pas qu'on va marcher sur tout le monde en fermant les yeux. Non. Et ça reste un championnat compétitif. Malheureusement, avec un duel, parce qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus d'équipes. Moi, j'étais un petit peu désenchanté par Chambray. Je pensais qu'elles avaient les armes, en tout cas, pour nous inquiéter un petit peu plus. Mais ne faisons pas de ce classement une vérité, surtout pas. Comme ne le faisons pas en Ligue des Champions non plus. C'est pas parce que tu as tapé Eschberg aujourd'hui que tu vas gagner le Final Four à la fin de l'année. Voilà. Ça se saurait si on en aurait quelques-uns dans Non, mais il faut être confiant, mais il faut se garder de tirer trop de conclusions quand même, parce que ça reste que 3 semaines de compétition et quelques matchs de jouer. Donc, si les feux sont verts, il suffit d'un coup de clé, des fois, pour qu'ils deviennent rouges.
Laura, on a eu une petite information du côté de l'ENA et confirmée par Xenia la semaine dernière. Quand vous passez la barre des 40 buts, il doit y avoir des gâteaux qui arrivent dans le vestiaire. Est-ce qu'ils sont arrivés? Non. Pas encore? Non, non. On va continuer semaine après semaine. Ouais, parce que sinon ils vont arriver tout d'un coup, ça va être un petit peu... Ça va faire beaucoup. Je vous promets, les spectateurs, chaque semaine, on va se renseigner sur ces gâteaux, savoir s'ils sont bel et bien arrivés. C'est notre fil rouge de... Je te ferai une photo, s'il y en a. Je prends. Voilà, on a de plus en plus d'informateurs dans le vestiaire. Tant que c'est pour des gâteaux, tout se passera pour le mieux. Je vous propose d'évoquer un tout autre sujet dans quelques instants. Il est temps de prendre un temps mort. Et Pierrick, il est pour toi le temps mort cette semaine. Tu vas nous parler de racisme et, spoiler, c'est pas vraiment pour en faire la promotion. Non, c'est plutôt pour dénigrer tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc mercredi dernier, il y a eu un match entre Győr et Moson Magyaróvár à Moson Magyaróvár. Et des supporters de Moson Magyaróvár auraient fait des cris de singe ou des insultes envers Bruna De Paola et Atadou Sacco, donc dans l'équipe de Győr. Donc je trouve ça totalement... j'ai même pas de mots, c'est honteux, c'est déplacé, c'est tout ce que vous voulez. Surtout qu'on va dire dans notre société, il y a du racisme, c'est déjà malheureux, mais alors dans le sport, qui est un endroit de partage et où les gens viennent, comme l'a dit Atadou Sacco dans une interview, viennent acheter des billets pour les voir, je trouve ça malheureux. Alors justement, moi j'ai pu échanger avec Atadou Sacco dans la semaine qui m'a dit ne pas vouloir réagir immédiatement sur ce sujet, mais elle s'est fait prendre au piège lors de la disponibilité média en équipe de France. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a pu dire au micro de l'équipe. J'ai envie d'en parler, oui, parce que finalement il faut dénoncer ce genre de comportement. C'est la première fois que moi je fais face à du racisme. Donc ça a été assez surprenant, étonnant, mais à la fois, je me dis c'est aussi un peu... Il y a toujours des termes, mais des abrutis, des imbéciles encore sur Terre qui font que... qui pensent encore être supérieurs à d'autres. Et moi, en fait, ce qui m'agace, c'est de me dire que ces gens-là nous insultent par rapport à notre couleur de peau, mais ce sont aussi ces gens-là qui essaient d'étiqueter pour venir nous voir. Et je me protège moi-même. Je suis blindée. Je me protège contre les mauvaises choses qui peuvent m'atteindre parce que j'ai pas envie finalement que ces gens-là me fassent passer à côté d'un match ou à côté d'une compétition ou me fassent même sortir de la vie que je mène. Alors je me tourne vers toi, Laura. Est-ce que toi, tu as déjà été témoin de situations comme ça, de racisme en tribune ou même des coéquipières à toi qui auraient pu être touchées Non, vraiment, justement, j'étais en train d'y penser et non, j'ai jamais vu ça et ça m'aurait choqué. C'est un peu effrayant. J'ai du mal à voir ça, en tout cas, dans les tribunes en France. Alors peut-être que ça peut arriver, mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé d'entendre ça, en tout cas. Touchons du bois pour que ça continue et que nos tribunes restent à peu près correctes. Il y a parfois des débordements, mais qu'ils évitent d'être de cet ordre-là, ce serait pas mal. Rémi, quel est ton avis sur cette question et sur cet événement ? Tu sais, moi, j'aime bien toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Là, le verre à moitié plein, il n'existe pas. Parce que je ne veux pas avoir de positif en me disant c'est très rare dans le handball. C'est vrai. Ça ne suffit pas. C'est vrai, mais Alison Pino, il y a 10 ans, par exemple, en Roumanie, avait fait l'objet aussi de cris de singe. Il y a certainement d'autres cas qu'on ne connaît pas, ou d'autres cas que les joueuses n'entendent pas. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il ne faut pas penser, on a trop souvent tendance à le dire, il y a le côté des méchants, c'est le football, et il y a le côté des gentils, c'est le handball féminin. Ça n'existe pas. Tous les travers du sport peuvent atterrir un jour dans le handball féminin. C'est la preuve. Donc il faut être vigilant. Et Atadou Sacco, moi je suis pas content, parce que j'ai pas envie de dire le mot content dans ce contexte, mais je suis satisfait qu'elle aille le dire. Parce qu'il ne faut surtout pas le passer sous silence, se dire de toute façon ils peuvent gueuler, on va gagner le match. Et puis non. Il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut qu'il y ait une réaction derrière. Parce que même si on a l'impression d'être dans une bulle plus vertueuse, c'est pas vrai. Et, tous les travers du sport peuvent arriver dans le handball féminin, y compris les plus dégueulasses. Le racisme, c'est pas réservé à Mbappé qui s'est fait aussi, qui a été aussi victime de cris racistes par un supporter d'Oviedo il y a pas longtemps. Ça peut exister partout parce que les tribunes, elles sont composées d'abrutis dans toutes les salles, dans tous les stades, quel que soit le sport. Donc c'est bien que ce soit dénoncé. Je pense que c'est cette réaction qui est la bonne. Et après, moi c'est vrai que j'en ai vu des centaines, voire plus, des matchs de handball féminin à Metz. J'ai jamais entendu d'insultes racistes, je ne vais pas en inventer. Mais j'ai conscience que demain, il peut y avoir un mec à côté de moi qui a ce comportement-là. C'est pas parce qu'il est mosellan et qu'il aime l'handball féminin qu'il sera forcément plus vertueux. Il faut que ce mec-là, il soit dénoncé. Donc, même si c'est dans sa barbe, tu vois, voilà. Donc, voilà, c'est une situation déplorable. Il y a
pas forcément de positif à retenir là-dedans, si ce n'est que Atadou Sakho a la bonne réaction en dénonçant. Et pour être tout à fait complet, ça a été également dénoncé à la fois par le club de Győr, bien sûr, mais aussi le club de Mosonnegerova. Et on a vu une grande vague de soutien aussi vis-à-vis d'Atadou Sakho, notamment de la part de la Fédération française, etc. Et on espère que ça permettra, pourquoi pas, de faire bouger un petit peu les lignes et d'accentuer encore une fois toute la prévention qu'on peut faire vis-à-vis de ces comportements qui restent bien sûr inacceptables. Voici qui clôt notre temps mort, qui ne durera jamais 1 minute comme prévu à l'origine. Je pense qu'on va faire un trait là-dessus. On va passer à notre sujet suivant, la trêve internationale. Ça se passe sur les terrains. 11 joueuses, 6 sélections différentes. Les Dragons sont actifs pendant cette trêve, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour la France de Suzanne Vajoka, Léna Granvaux, Lucie Granier, Sarah Bouktit, ce sont 2 amicaux face à la Roumanie qui sont au programme. L'Allemagne de Xenia Smith dispute 2 matchs contre les Pays-Bas. La Suède de Tyra Axner et Johanna Bunsen se mesureront à la Hongrie de Petra Vamos et Anna Albeck. La République tchèque dispute un tournoi face à la Croatie, la Turquie et la Norvège. Et enfin, le Congo de Betchaïdel Ngombele prépare le tournoi de l'indépendance. Seule la France a disputé un match à 7h. C'était ce jeudi et ça s'est soldé par une victoire sérieuse, 32-27. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Un petit match amical contre la Roumanie, plutôt sérieux. Pierrick, on peut se dire que l'équipe de France est tranquillement en train de voguer vers les prochaines échéances internationales. Oui, c'était un bon match de préparation. Sébastien Gardiou a bien fait tourner l'effectif. Chacune a pu profiter de son moment sur le terrain. Le seul truc, moi, que je retiens un peu de ce match, et c'était un peu malheureux, c'était l'arbitrage au début du match. Hein, quand je pense au carton rouge de Léna Granvaux sur une défense à l'aile qui tombe vite. Voilà, et qui tombe vite. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, après, maintenant, c'est un match de préparation. C'est pas dans un tournoi important, mais voilà, c'est toujours malheureux pour Léna qui, je pense, on l'a bien vu à la télé, était bien déçue de ça. Mais non, c'était un bon match de préparation, même si la Roumanie, je trouve, après c'est aussi une nouvelle génération, hein, il y a aussi beaucoup de nouvelles joueuses, mais n'a plus le niveau qu'elle avait il y a quelques années, quoi. Mais c'est un bon match de préparation et c'est important de gagner ce genre de match. Alors, tu parles du coup sifflet contre Léna Granvaux. Sarah Bouktit n'a pas été épargnée non plus. Elle a pris plusieurs suspensions de 2 minutes, elle en a pris 3. Donc autant dire que les Messines ont eu leur quota. Laura, tu as jeté un œil un petit peu à ce qui se passait du côté de l'équipe de France? Oui. Et en effet, j'ai trouvé que c'était un peu sévère avec les Messines, mais... Voilà, c'est pas parce qu'elles sont messines qu'elles ont été sifflées, hein, quand même. Voilà. non, mais oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'elles sont messines. Mais en effet, le match, je pense que ça montre aussi l'agressivité qu'on a à l'entraînement et qu'on met à l'entraînement. Parce que du coup, avoir des 2 minutes, des fois, c'est pas si mauvais que ça, parce que du coup, ça montre qu'elles ont envie et qu'elles sont là. Donc voilà, mais ouais, un peu sévère. Et cette volonté de bien rentrer dans le match et de faire le nécessaire. À la fin, finalement, ça fait une victoire de 5 buts qui est plutôt correcte. Il y aura le match retour qui va se disputer prochainement. Globalement, moi, je voudrais vous reparler surtout du capitanat dans cette équipe de France, puisqu'il a été redistribué avec la grossesse de Célène Zeminko qui a été annoncée récemment. Eh bien, c'est Grazadi qui a récupéré le brassard. Rémi, c'est pas une petite nouvelle, c'est pas une incompréhension. On se doutait qu'elle faisait partie de la shortlist. Voilà, tout ce qu'il faut. Elle a l'expérience, elle a le palmarès, elle a le charisme, elle a l'intelligence, parce que tu peux demander à tous les coachs qui l'ont eu avec elle. Elle comprend tout plus vite que tout le monde sur un terrain de handball. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut insuffler les tactiques, qui peut donner le rythme un petit peu d'un match, c'est Grazadi, c'est un maître tactique sur un terrain de handball. Voilà, vous ajoutez à ça tout ce que je vous ai dit avant, le charisme, l'expérience, le palmarès. Bon, voilà, pour moi... On va lui envoyer la vidéo, elle sera contente. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, à un moment, tu peux retourner le problème dans tout ce que tu veux, dans tous les sens que tu veux. Il n'y a pas de bémol dans le fait que Grazadi soit aujourd'hui capitaine de l'équipe de France. Elle était déjà l'une des leaders de toute façon. Oui, de toute façon, il y avait ce système depuis quelque temps de co-capitaine. On avait aussi vu Tamara Horacek à un moment donné, etc. Il y a une répartition qui est assez claire et assez bien établie. Laura, globalement, sur cette trêve, j'ai toujours trouvé bizarre ce moment où on coupe alors que ça fait seulement 2 semaines de compétition en club. Comment est-ce qu'il est ressenti du côté des joueuses et de ton côté notamment? Alors, du côté des joueuses qui ne sont pas internationales, du coup, je pense que ça fait une pause entre guillemets, parce que du coup on n'est que 4 à l'entraînement, donc c'est assez étrange, mais ça fait une pause quand même parce qu'on n'a pas de vidéo, on n'a pas de match important, donc c'est quand même, on fait des petits jeux à l'entraînement, donc c'est assez sympa, on rigole beaucoup, donc ça reste tout en travaillant bien sûr. Oui, donc, ça on n'en doute pas trop, mais sans mal. Ouais, ça reste sérieux, mais ça nous permet un peu de relâcher.
La prochaine trêve, elle aura lieu mi-octobre et elle sera suivie d'une compétition importante puisque l'équipe de France en est vainqueur en titre. Il s'agira du mondial qui se disputera en fin novembre et en décembre. On espère voir du beau handball à cette occasion. Je vous propose qu'on laisse la trêve de côté. Il est temps de passer au jet de 7 mètres. Et Laura, cette séance de jet de 7 mètres, eh bien, elle t'est destinée. Tu n'es pas gardienne, mais tu vas recevoir quelques ballons de ma part et de la part des chroniqueurs. Et je voudrais ouvrir le bal des questions. Et sans trop de surprise, on va discuter un petit peu parentalité. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as donné naissance à ton fils Jules avant de revenir au plus haut niveau du handball. Comment ça se passe concrètement pour toi et comment est-ce que tu te sens dans cette nouvelle dynamique? Avant, il y avait le sport et bien sûr une vie de famille autour de ça. Mais avoir un enfant, ça change beaucoup de choses aussi. Oh que oui, oui, ça change beaucoup de choses dans l'organisation. C'est vrai que c'est, mais en fait, j'adore parce que de pouvoir partager ça avec mon fils, en plus, c'est quelque chose de génial. Donc vraiment, c'est ce que je voulais. Je m'étais dit, un jour, j'aimerais bien que mon fils grandisse dans ce monde du handball un petit peu, donc c'est chose faite et je suis très contente. On tient un futur handballeur. Tu l'as fait descendre avec toi pour la photo d'équipe en fin de match aux arènes contre Dortmund. C'est quel genre d'émotion ça aussi pour quelqu'un qui a envie de partager, etc., pouvoir descendre et avoir son fils avec soi? Bah, c'est un rêve éveillé. J'avoue que j'ai toujours vu, j'étais très jeune et je venais au match de Metz, je devais avoir 10 ans, et je voyais beaucoup de joueuses et certaines venir avec leurs enfants sur le terrain et je me disais, déjà je rêverais d'être sur ce terrain un jour et en plus d'être avec mon fils sur ce terrain, je ne l'aurais jamais imaginé, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu le faire. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que la page elle est définitivement tournée du bon côté? Parce que j'ai le souvenir, c'est pas si lointain, de Nina Konto pour sa première grossesse. C'était un peu un ovni d'avoir un enfant quand tu étais encore dans la vingtaine, en progression de carrière. Et est-ce que tu penses que maintenant les choses ont suffisamment évolué et qu'on est dans un contexte ultra favorable? Et quand tu es en passe d'accueillir un bébé alors que tu as 27-28 ans, c'est-à-dire que tu as encore une grosse partie de ta carrière à faire en progression, tu ne te poses plus la question? Ou est-ce que ça reste encore... Ça reste encore un sujet assez difficile quand même. Ça dépend où est-ce qu'on est, dans quel club on se trouve. Là, à Metz, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui commence à devenir assez... Bon, peut-être qu'il ne faut pas dire trop habituel, parce que je ne sais pas si Thierry sera très heureux d'avoir que des joueuses enceintes, mais en effet, c'est quelque chose qui est faisable en France, et je trouve ça génial. Enfin, on a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir tomber enceinte et continuer notre carrière, qu'à l'époque, ce n'était pas du tout possible. Donc c'est vrai que c'est quand même bien. Mais par contre, moi, j'étais à l'étranger au moment où je suis tombée enceinte, et ça n'a pas été très bien accueilli. Donc, oui. Donc ça reste quand même un sujet compliqué. Un sujet compliqué, oui. Pierre, une question pour Laura. Ouais, alors Laura, je sais que tu connais tout le club depuis tes 10 ou 11 ans, je crois. Tu as passé par la N1, tu es ensuite parti à Celles-sur-Belle, puis en Allemagne. On peut refaire toute la fiche. Mais pour ton retour du coup à Metz Handball 6 ans plus tard, quelle est la plus grosse différence dans le club quand tu es revenu? Qu'est-ce qui a le plus changé ou qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Ce qui m'a vraiment marqué, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé au final. Ça reste toujours la même rigueur, peut-être la structure. Il y a des choses qui ont changé par rapport à la prépa physique. C'est vrai que Samuel, il a apporté beaucoup de plus dans la prépa physique. J'ai l'impression que chaque semaine, il reçoit des nouvelles machines de Exactement. De torture, je ne suis pas sûr encore. La salle de muscu fait que changer toutes les semaines. Mais ça évolue sur ce niveau-là. Et c'est vrai que quand j'étais là, la salle n'était pas aussi bien évoluée. Donc je dirais ça. Rémi, une question pour Laura. Un petit peu sur l'état d'esprit de la saison qui arrive, parce qu'elle est particulière pour toi. Tu arrives à un poste où la titulaire habituelle, alors on peut encore reparler de grossesse, est indéboulonnable. Je veux dire que quand Chloé Valentini va revenir, elle est incontestable, pas quel que soit ton niveau, mais elle était l'une des joueuses les plus importantes et l'une des meilleures du monde à son poste, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le redevienne pas. Quel est ton état d'esprit avec cette... Alors tu le savais, en arrivant en Metz Handball, tu es arrivé un petit peu pour combler ce trou-là. Comment tu analyses un petit peu la place que tu pourrais avoir avec son retour? Alors, déjà, moi, quand j'arrive, je sais que Chloé est là et que, quoi qu'il arrive, elle sera de retour et que, vu son niveau, elle sera de retour même peut-être plus en forme que ce qu'elle n'était avant. Donc ça, il n'y a pas de doute. Moi, je prends ce que j'ai à prendre, en fait. Je viens vivre quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc, je viens prendre ce qu'on me donne
Et en effet, pour l'instant, j'y pense pas trop au retour de Chloé. Pour l'instant, je me dis pas qu'est-ce que je ferai. On sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais, peut-être que d'ici là, j'aurai quand même une place dans l'équipe ou alors j'en aurai pas. Et dans ce cas, ce sera pas grave. Et au fait, le fait d'avoir eu un enfant aujourd'hui, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Et de se dire, bon, ben, tant pis, de toute façon, si elle revient, ben, je ferai ma vie avec mon fils. Je rejouerai peut-être dans un autre club. Ou, voilà, je relativise sur beaucoup de choses et pour l'instant, je ne me prends pas la tête et je vis au jour le jour. Il y a la possibilité d'être la numéro 2, parce que si être la numéro 1 avec son retour est très compliqué, sur le poste du numéro 2, il y a peut-être la place. Il n'y a personne qui est forcément incontournable. Est-ce qu'il y a cette compétition interne qui existe, qui peut être très saine d'ailleurs, dans ton esprit? Oui, bah, bien sûr. C'est bien sûr qu'elle existe. Moi, c'est la porte que je préférerais prendre. Après, voilà, Suzanne, elle est restée quand même une internationale aujourd'hui. Donc bien sûr que c'est un de mes objectifs. Mais on verra voilà, si ça ne se fait pas. Peut-être qu'autre chose viendra à moi et ce sera encore mieux. Donc, voilà. Mais je sais qu'on m'a beaucoup dit, est-ce que je me vois retourner avec la N1 derrière tout ça? Je ne pense pas me voir jouer en N1 à la fin de saison. Voilà, on va marquer des buts face à Dortmund et jouer la N1 derrière. Voilà, c'est vrai que le fossé, il est quand même impressionnant. Je ne me vois pas faire tous ces sacrifices-là pour jouer avec la N1. Après, il y a des beaux matchs contre Palaiso, hein, vous savez. Non, mais bien sûr. Et puis ça permet. Enfin, c'est quand même les matchs de la N1. C'est pas n'importe. C'est pas. Voilà, je les sous-estime pas non plus. Mais c'est sûr qu'à 28 ans. Avec un enfant, me voir partir tout un samedi pour jouer à Paris, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Voilà, donc pour l'instant, je me prends pas la tête et puis je profite, je prends ce que j'ai à prendre et je me donne à fond dans tout ce que je fais. On sent qu'il y a malgré tout en arrière-plan une vraie ambition de continuer à performer dans le handball au plus haut niveau. En tout cas, la voie est bien empruntée. Alors, il est difficile de voir ce qui va se passer dans l'avenir, dans les mois à suivre. Moi, je vais te parler un peu du passé. On a évoqué tout à l'heure ton palmarès, les choses que tu avais pu vivre. Et notamment, il y a ce sacre en National 1 féminine en 2019 qui a, je crois, marqué beaucoup de joueuses. On a d'ailleurs quelques images, beaucoup de joueuses de l'époque, et d'ailleurs des joueuses qui sont devenues des Dragons ou qui sont devenues professionnelles par la suite. Quelle trace il laisse ce sacre et puis globalement cette expérience en National 1 à l'époque? Bah, ouais, de voir les images, ça me rappelle des bons souvenirs. Et oui, bah, je crois que c'est j'en ai eu d'autres après celui-là, mais je crois que c'est un de mes préférés parce que c'était plus qu'une histoire, c'était plus que du handball. À ce moment-là, on avait un groupe incroyable. On avait, avec Yacine, traversé tellement de choses que du coup, là, c'est vraiment des bons souvenirs. Et c'est ce que je disais aux filles de la N1 quand je suis revenue en mars. Elles ont fini la fin de saison. Malheureusement, ça ne s'est pas fini sur un bon point. Mais en finale, elles ont malheureusement. Je leur avais dit, franchement, les filles, ce que vous allez vivre, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais dans notre carrière. Et c'est peut-être pas le meilleur titre que vous pouvez avoir, mais c'est un dont on n'oublie jamais. Donc, on va séquencer ça, on va le garder. C'est beau, on te le rappellera en fin de carrière quand on fera tout le bilan. Pierrick, est-ce que tu as encore une question pour Laura? Oui, alors on parlait de la N1 juste avant. Alors tu as connu Sarah Bouktit en N1. Qu'est-ce que ça fait 6 ans plus tard de revenir et de partager le terrain avec Sarah Bouktit? Et de faire une émission de télé avec sa tête déjà, à côté. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ouais, il y a la tête de Sarah très proche de moi. Ben non, mais franchement, c'est étrange parce que quand je l'ai quittée, c'était la petite jeune du groupe qui avait encore peur de tout le monde, qui avait peur de jouer, qui venait me voir pour me dire « Laura, t'es sûre que je peux faire ça ?» Et maintenant, c'est l'inverse. C'est la capitaine, c'est celle qui fait les discours avant les matchs. Je vois vraiment son évolution. Je vois son début avec nous en N1 et maintenant, c'est plus la même joueuse. Donc c'est bien, c'est beau de voir des filles comme ça évoluer et prendre des responsabilités et grandir. Donc moi, je trouve ça génial pour elle et franchement, c'est top. Messieurs, la question de la fin, lequel de vous deux veut la prendre? On est toujours le gouffre, j'en parle à chaque nouvelle joueuse qui arrive, c'est pas le premier match de Ligue des Champions, c'est le premier entraînement à Metz Handball. Est-ce que quand tu es revenu, alors tu avais déjà côtoyé, j'imagine, le groupe pro avant, mais tu as mesuré l'intensité et le niveau et la dimension encore plus forte qu'avait acquis le club? Alors non, pas tant que ça, je pense pas. Déjà les premiers matchs à la prépa, je me suis dit ah ouais, ok, c'est ça le niveau, ça va falloir que parce que j'étais prête, on va dire physiquement, mais au niveau du hand, je trouve que c'était intense quand même. Donc oui, je vois l'évolution quand même du club et de
toutes ces choses-là. Après, moi, je n'avais pas joué énormément avec l'équipe 1, donc je ne peux pas trop non plus en juger par rapport à l'époque, mais en tout cas, je vois que l'intensité aujourd'hui est présente et c'est ce qui va nous faire évoluer. Je pense que demain, si je pars dans un autre club, j'aurais gagné, j'aurais progressé en l'espace de 6 mois. Incroyable, quoi. Ça, on l'ajoute sur le CV si jamais il y en a besoin en fin de saison. Merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci messieurs de l'avoir partagé avec nous également. On se retrouve très rapidement, bien sûr, vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. Vous connaissez le rendez-vous. Salut.